Bonsoir à tous ou rebonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous souhaite la bienvenue dans la bande comme nous vous l'avions annoncé dans le JT présenté par Élise. Ce soir dans votre émission consacrée à la santé, nous allons nous intéresser à l'une des maladies qui touche le pays et qui a causé un grand nombre de victimes. L'hépatite, une inflammation du foie, une pathologie le plus souvent causée par une infection à un virus. C'est le thème de votre émission ce soir. On en parle avec le docteur Pascal Domingue Mena, Prosper Poigou, Clémence Losseron qui nous rejoindra en cours d'émission. Et puis, comme nous l'avions annoncé encore une fois en fin de JT, ce soir nous recevrons sur le plateau Élise. Élise, non pas en tant que membre de la bande, mais en tant que citoyenne calédonienne qui connaît très bien l'hépatite et vous découvrirez pourquoi dans cette émission. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Prosper, ce samedi, c'est la journée mondiale contre l'hépatite. C'est ça, en effet, Jamie, cette journée mondiale voulue par l'OMS est destinée à faire connaître auprès du grand public les différentes formes d'hépatite et fournir des axes de travail pour lutter efficacement contre l'hépatite. Alors c'est ce que l'on va tenter de découvrir ce soir également dans votre émission. Alors avant de découvrir qu'est-ce que l'hépatite avec le docteur, je vais me tourner vers Élise. Je l'ai annoncé, l'hépatite c'est une maladie, Élise, que tu connais très bien. Comment est-ce que tu as fait la connaissance de cette maladie, Élise ? En fait, la maladie, l'hépatite B, fait partie de ma famille en fait, depuis toujours. Ma mère était porteuse et donc du coup, les enfants, dont moi et mes frères et sœurs, sauf mes sœurs qui viennent après moi, on a le virus en fait. Mais le virus n'est pas réveillé en fait. On a le virus, on s'appelle la maladie chronique en fait, une maladie chronique. Et donc c'est comme ça que l'hépatite B, je l'ai connue, mais aussi parce que j'ai une sœur. Que je tairai le nom, qui est décédée il y a quelques années maintenant, qui est décédée du coup il y a 4 ans, donc du coup ça nous a interpellés. Et ce soir, ma présence en fait dans cette émission, c'est de savoir pourquoi, et surtout il y a des questions qui demeurent aujourd'hui et que même depuis un certain nombre d'années, je n'ai pas de réponse. Et donc du coup ce soir, j'aimerais peut-être avec l'expert qui est là, avec le docteur qui est là, avoir quelques réponses sur cette maladie. On sent beaucoup d'émotions dans ta voix, Élise, lorsque tu nous présentes cette rencontre avec l'hépatite. En tout cas, au nom de la rédaction, nous tenons à te remercier de pouvoir porter ce témoignage. Mais c'est aussi, comme on se disait juste avant la diffusion, l'enregistrement en direct de cette émission, c'est surtout pour que l'on puisse ce soir parler d'une maladie qui nous entoure, mais qui reste encore très peu connue des Calédoniens, mais également à l'échelle de la planète. Alors, juste avant de vous demander une réaction, docteur, j'aimerais que vous nous présentiez qu'est-ce que l'hépatite. En fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une inflammation du foie, mais qui peut être due à de multiples choses, et entre autres à certains virus. Donc, Élise a parlé de l'hépatite B, qui est une maladie virale, qui est très présente sur le territoire, et qui est à transmission sexuelle, et à transmission aussi de la mère à l'enfant. C'est-à-dire que la maman qui est porteuse, si elle a une hépatite chronique elle-même, quand elle va accoucher du bébé, elle va lui transmettre l'hépatite. C'est pour ça que quand dans une fratrie, on a quelqu'un qui a une hépatite qui développe, il faut contrôler tout le monde et vérifier que tout le monde. Quand on attrape l'hépatite B, en tout cas, dans la majorité des cas, on guérit. Mais il y a une petite minorité qui va garder le virus, comme elle a dit tout à l'heure, qui va aller dans son corps et qui va se développer de manière chronique. Pendant très longtemps, ça ne fait rien. Et on sait que quand c'est attrapé de la mère à l'enfant, c'est plus facile que ça devienne chronique et que ça évolue encore vers plus grave, c'est-à-dire vers un cancer. Et l'hépatite, la différence entre hépatite chronique et l'hépatite aiguë, est-ce que vous pouvez l'hépatite aiguë, le plus souvent sur une hépatite B, on ne s'en aperçoit pas qu'on fait une hépatite. Sur une hépatite A, c'est essentiellement de l'aigu. C'est-à-dire qu'on va avoir les yeux jaunes, on va avoir les urines très foncées, les selles très claires, et puis ça va durer quelques jours, et puis dans 99,9% des cas, on guérit spontanément. Ça, c'est l'aigu, la phase aiguë. Sur l'hépatite B, souvent, on n'a même pas ces signes là, on les voit même pas parce que c'est très très faible, ça dure pas longtemps, on les voit pas, mais pourtant il y a une partie des gens qui vont garder le virus en eux et ça va devenir chronique et ça va détruire progressivement le foie. Et plus on l'a attrapé tôt, plus le risque que ça devienne chronique et ça détruise le foie, il est important.
Alors, Elise, en commençant l'émission, tu me disais que tu avais besoin d'avoir des réponses concernant cette maladie. Est-ce que là, à chaud, tu aurais une question à soumettre au Alors, j'ai une question, c'est que mes frères et sœurs avant moi ont le virus, mais ma mère ne le savait pas. Donc, elle le savait après la naissance de ma sœur qui est arrivée après, qui est née en 83. Alors, pourquoi le vaccin est devenu obligatoire en 1983 et pas avant? 89, ouais, mais parce que ma sœur est née en 83. Pourquoi avant on aurait pu éviter justement... Le vaccin a été controversé. En métropole, il n'est pas obligatoire, il n'est toujours pas obligatoire. Et ce sont les pédiatres de Magenta qui se sont battus pendant des années parce qu'eux, ils voyaient arriver les enfants avec des cancers du foie, des enfants qui mouraient d'un cancer du foie à 9, 10, 11 ans, des enfants qui mouraient parce qu'ils avaient attrapé l'hépatite à la naissance. Et eux, ils se sont battus pour la rendre obligatoire. Et donc, à partir de 89, on l'a rendu obligatoire. Et on a aussi rendu obligatoire un contrôle, c'est-à-dire que toutes les femmes enceintes qui consultent, on leur fait un bilan pour savoir si elles ont eu l'hépatite, et si elles ont eu l'hépatite, est-ce qu'elles ont guéri ou est-ce que c'est sous une forme chronique? Parce que si elles ont une forme chronique de l'hépatite B, à la naissance du bébé, non seulement on va le vacciner, mais en plus on va lui faire une injection, ça s'appelle des immunoglobulines. C'est un produit qui va essayer de détruire plus facilement le virus. Donc c'est vraiment important. Et ça se fait à la naissance. Il est dans la salle d'accouchement et on le pique pour éviter qu'il attrape. J'ai une petite question, docteur. Pourquoi le vaccin est arrivé bien avant ici en Nouvelle-Calédonie, de manière précoce? Parce qu'en fait... sachant qu'en France... C'est toujours pas obligatoire. Toujours pas obligatoire. Ça va peut-être devenir obligatoire, mais pour l'instant, c'est pas obligatoire. Parce qu'en fait, ici, des études qui ont été faites ont montré qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient été en contact avec l'hépatite B. En fait, il y a à les mêmes époques où les pédiatres se sont battus pour que le vaccin devienne obligatoire à la naissance, et ben, il y a eu une enquête qui a montré que presque 80% de la population mélanésienne du territoire avait été en contact avec le virus et 50% de la population wallisienne, polynésienne. On va dire comme ça. Alors, et du coup, c'est pour ça que pour nous, c'était important. Du coup, dans ta famille, tu as des petits frères, des petites sœurs qui sont maintenant vaccinés. Les trois sœurs qui viennent après moi n'ont pas parce qu'ils ont dû être vaccinés à la naissance et en plus avoir des immunoglobulines qui fait que du coup, ils n'ont pas attrapé la maladie. Et ce soir, on va s'intéresser aussi plus particulièrement à l'hépatite B. Et Prosper, c'est une maladie virale très grave. Alors, quels sont les chiffres liés à cette maladie ici en Nouvelle-Calédonie? Voilà, je me suis rendu sur le site internet de la DAS où j'ai pu trouver un rapport sur la situation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie datant de 2015. Donc sur ce tableau sont mentionnés les chiffres concernant les maladies à déclaration obligatoire. Donc l'hépatite en fait partie et les deux virus principaux que nous rencontrons ici au pays, donc vous l'avez dit, c'est l'hépatite B et l'hépatite C. Donc il y a eu 6 cas déclarés pour l'hépatite C pour la seule année de 2015. Donc soit presque la moitié des 13 cas recensés de 2000 à 2015. Ensuite, par rapport à la population totale, on ne va pas dire que c'est négligeable, mais on va plus s'intéresser à celui qui sévit beaucoup au pays, donc l'hépatite B. Et donc là, de 2000 à 2015, il y a eu plus de 425 cas déclarés en Nouvelle-Calédonie, avec un pic en 2008, avec plus de 102 cas déclarés. Il y a un énorme pic en 2008, docteur. C'était dû à une épidémie? Qu'est-ce qui s'était passé à cette période? Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication. Je ne crois pas qu'il y ait d'explication là-dessus. Peut-être c'est un rattrapage de déclarations aussi. Et ça arrive. Il y a des années où la DAS peut relancer l'ensemble des médecins pour dire attention, il faut déclarer, il faut déclarer. Et du coup, on reprend nos dossiers et puis on se dit ah mince, j'ai oublié. Et on fait un rattrapage de déclarations. Des fois, souvent des pics, c'est souvent ça. Actuellement, dans le pays, qu'est-ce qui est fait en matière de prévention et d'action sur le terrain? La vaccination. Pour l'hépatite B, le seul moyen efficace, c'est la vaccination. Et donc pour les mamans qui sont porteuses, les immunoglobulines à la naissance, ça c'est fondamental. Et ces vaccins, il est vraiment très important de le faire. Je sais que quand il y a des gens qui viennent de métropole, qui arrivent sur le territoire, et quand on dit que pour rentrer à l'école, ici il faut être vacciné contre l'hépatite B, il y a toujours un moment difficile. Mais nous, on leur dit qu'il y en a beaucoup et qu'il n'y a pas le choix. Alors on va prendre maintenant la température en matière les chiffres concernant le monde à l'international. Alors l'hépatite, une maladie méconnue, on n'a pas arrêté de le répéter depuis le début de cette émission, qui possède tout de même à son actif des chiffres alarmants. Prosper, elle est à l'origine de combien de décès dans le monde? Eh bien, dans le monde, l'hépatite B toucherait 240 millions de personnes. Et l'hépatite virale a provoqué 1 340 000 de décès en 2015. Donc c'est un chiffre comparable à celui de la tuberculose, mais il dépasse celui du VIH. Mais en fait, dans le monde, le gros de la contamination, il se fait quand même par voie sexuelle.
Globalement, dans le monde, c'est parois sexuelle. Heureusement et malheureusement, parois sexuelle, c'est le préservatif qu'il faut utiliser pour pas attraper. Il faut se protéger. Il faut se protéger, il n'y a pas d'autre solution, c'est une IST, parce que c'est considéré comme une infection sexuellement transmissible, c'est une IST, et donc la protection, c'est le préservatif. Après, de la mère à l'enfant, c'est vraiment... Il n'y a rien à faire, là. Si, justement, c'est le contrôle et la vaccination à la naissance avec les immunoglobulines pour éviter, d'ailleurs c'est ce qu'elle dit, à partir du moment où ils ont su, les enfants ont bénéficié des immunoglobulines et de la vaccination à la naissance, ils ne sont pas malades. Et donc à la naissance, après c'est trop tard. Il y a plusieurs rappels. Ah bah oui, après c'est trop tard. Parce qu'en plus l'hépatite à B... quel âge, à partir de quel âge c'est trop tard? C'est jamais trop tard de se vacciner, mais le risque de contamination il est très important au moment de la naissance et dans les jours qui suivent. Et pourquoi c'est trop tard après? C'est jamais trop tard, mais le risque de contamination, si elle est déjà contaminée, ça ne sert à rien de vacciner. Le virus, il est plus résistant. Le vaccin, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner au corps la possibilité de le reconnaître et de se défendre contre. C'est pour ça que pour les enfants qui sont contaminés, déjà, à la naissance, on leur donne des immunoglobulines. C'est ce que le vaccin fait fabriquer au corps pour se défendre. Là, pour les enfants qui naissent de maman porteuse, on leur donne de suite pour que leur corps... ils se défendent de suite avec ça, plus on les vaccine pour que leur corps ils produisent en plus après. Mais parce que le vaccin, il ne va pas agir instantanément de suite dès qu'on pique. Il va mettre quelques jours, voire quelques semaines à être pleinement efficace. Élise, comment est-ce que tu vis avec ce virus qui est endormi? Avec ce virus-là, on va dire nos grands-mères et nos grands-pères nous ont toujours dit, par exemple, de boire du jus de papaye, une infusion de papaye mâle pour guérir. Bon, moi j'en ai bu, ça me fait un peu du bien, mais je suis peut-être une mauvaise élève parce que je ne fais pas les bilans chaque année. Par exemple, ma mère le fait tous les 6 mois, elle fait un contrôle, elle prend un cachet, mais je ne sais pas si ça la guérit. Il y a des traitements maintenant. Franchement, avant, on n'avait pas de traitement. Une fois qu'on avait une hépatite chronique, une hépatite B chronique, on ne savait pas quoi faire. Là, maintenant, en fonction des hépatites et en fonction de l'évolution, il existe des traitements qui sont plus ou moins agressifs, mais qui vont permettre soit de stabiliser la maladie, soit de guérir complètement. Et d'éviter donc un cancer et d'éviter de mourir jeune de cette hépatite. Alors, dans 2 tiers des cas, l'hépatite B passe inaperçue. Le diagnostic est fait à l'occasion d'un test, donc ça c'est le dépistage, ou suite à une fatigue inexpliquée. Quels sont les symptômes, docteur? Ensuite, je vais me tourner vers Élise pour poser la même question. En fait, les symptômes, c'est ça, c'est de la fatigue. C'est une grande fatigue, sans explication pour cette fatigue. C'est le blanc des yeux qui devient jaune, de plus en plus jaune, voire même comme du citron. On dit que c'est du jaune citron. Les urines, donc le pipi qui devient très très foncé, très marron. Et les selles, le caca, donc qui devient très très clair, voire plus clair que la chemise, presque comme ça. On dit que c'est mastic, couleur mastic. Et c'est vraiment des signes d'hépatite. Ça ne veut pas dire que c'est une hépatite B. C'est le foie. Il subit une infection qui fait que, après, il faut contrôler quel type d'hépatite, à quoi c'est dû et qu'est-ce qu'on peut faire après. Alors, je suppose, Élise, que ces symptômes. Effectivement, les symptômes-là, j'ai été témoin que lorsque les 6 derniers mois quand ma sœur était encore vivante, j'ai vu effectivement les yeux jaunes, mais nous, en tant que porteuse, ça nous a interpellés quand ma sœur a été décédée, parce que les docteurs lui ont dit ici d'aller en métropole. Arrivée en métropole, ils lui ont dit que c'était trop tard, donc elle a utilisé justement ces 6 mois pour vivre avec ses enfants. Profiter. C'est malheureusement compliqué. Une fois que l'hépatite elle est très avancée ou qu'il y a un cancer, c'est vraiment très compliqué de revenir en arrière. Et ça ne marche pas, les traitements ne marchent pas tout le temps malheureusement. Et c'est pour ça que la vaccination est fondamentale. Et c'est pour ça aussi que les frères et sœurs, c'est important que vous fassiez les contrôles tous les ans, de vérifier que ça s'est stabilisé et que ça évolue pas. Parce que justement, si ça se met à évoluer, vous pourrez bénéficier de traitements qui vont permettre d'enrayer les choses. Et alors que si vous ne faites pas les contrôles, on verra trop tard que ça a trop avancé et peut-être qu'on ne pourra plus rien faire. C'est vraiment ces contrôles annuels, c'est vraiment fondamental. Il faut prendre sur soi, il faut se dire que si on le fait, c'est parce qu'il y a une possibilité derrière de faire quelque chose pour enrayer la maladie. C'est pour ça que je voulais témoigner ce soir, c'est pour aussi passer un message à la population. Faites attention à cette maladie, même si elle est chronique, même si elle s'endort en nous, elle est toujours là. Elle est toujours là. Voilà. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se réveiller et on ne sait pas ce qui fait qu'elle se réveille.
En tout cas, merci encore une fois, Élise, d'avoir accepté l'invitation sur ce plateau, comme tu le disais, pour parler d'une maladie qui est autour de nous, qui reste encore méconnue et qui sommeille en nous, d'où la nécessité de faire des dépistages. Et puis, j'aimerais profiter encore de ton témoignage et puis de ce plateau pour rendre hommage, encore une fois, à toute notre famille, à toute la famille, Élise. Je vous propose de marquer une courte pause et puis on se retrouve dans la deuxième partie. On parle, je vous rappelle, de l'hépatite et notamment de l'hépatite de type B. La journée contre l'hépatite, la journée mondiale contre l'hépatite, c'est ce vendredi et non pas ce samedi comme je vous l'ai annoncé. On arrive donc à point nommé pour nous rappeler l'ampleur du fléau. Cette maladie enregistre, comme le disait Prosper, près de 1,4 milliard de décès dans le monde. Vous découvrirez les chiffres, 1,4 million de décès dans le monde. Merci docteur. Vous découvrirez les chiffres concernant la France dans la deuxième partie et vous verrez, ils vont nous rappeler encore une fois la nécessité de se faire dépister. A tout de suite. Au début, quand je t'ai vu, Fred, j'ai pensé que ça s'en irait. Je t'aime tellement. Il faut que je t'aime comme je suis. Je comprends pas. Je veux être une femme. Tu vas être heureux comme ça va arranger les choses? Tu crois que je vais me martyriser? J'ai pensé que je suis une mauvaise mère? Je m'en fous! J'ai besoin de lui. J'ai besoin de me réveiller avec lui. Et ton père? Ton père voudra jamais te voir en femme. J'ai besoin de toi, Fred. Sans toi, j'y arriverai pas. On va faire ça ensemble. Nous sommes de retour sur le plateau de Bienvenue dans la bande. Merci, chers téléspectateurs, d'être avec nous. On parle de l'hépatite, une maladie encore méconnue du public. Et nous sommes avec le docteur Pascal Domingue Mena, Clémence Losserand qui nous a rejoint et qui a pris la place de Prosper, que l'on remercie au passage. Et puis la présence d'Élise sur ce plateau en tant que citoyenne du pays qui connaît très bien la maladie. Voilà, elle a perdu, elle nous l'a dit dans cette première partie, un membre de sa famille des suites de la maladie. Je vous parlais des chiffres concernant la France. On estime qu'en France, 30 000 personnes sont atteintes du VIH sans le savoir. 75 000 pour l'hépatite C+, l'hépatite C et 150 000 pour l'hépatite B. On parle des facteurs à risque, Clémence. Oui, tout à fait. Effectivement, on ne l'a pas évoqué là dans la première partie de cette émission, mais donc il y a aussi un autre facteur de risque qui apparaît au niveau du tatouage. Non ici, pas, sur le territoire. Sur le tatouage en tant que tel, mais des conditions d'hygiène donc qui sont très variables dans les salons de tatouage. Donc dans un article des Nouvelles Calédoniennes du 14 juin, on lisait que les fortes concentrations de faune microbiologiste relevées dans certains salons donnerait peut-être une explication au nombre relativement important de cas d'hépatite B au pays. Ça serait vraiment une cause. Actuellement. Voilà. Actuellement, l'enquête qu'a fait la DAS sur les 400 et quelques cas qui ont été dépistés sur plusieurs années, elle a montré que le facteur plus important finalement de contamination, puisque les gens sont vaccinés, c'est depuis 89, c'est pour les gens qui sont nés avant 89 et qui se font tatouer de manière traditionnelle. C'est vraiment un tatouage traditionnel je pense pas dans des salons, c'est carrément les gens à la maison qui font des tatouages avec du bambou, avec des stylos. Moi j'en ai vu faire avec des stylos, des aiguilles qu'on récupère je ne sais pas où. Et ça c'est vraiment du tatouage qui est fait dans des conditions terribles. Et c'est déconseillé? C'est déconseillé parce qu'en fait ces outils-là ils sont utilisés sur plusieurs personnes. S'il y en a un qui avait le virus de l'hépatite B sous forme chronique et donc qui est contaminant, on va contaminer tout le monde. Tous les gens qu'on va piquer pour faire le tatouage, et comme on fait plein de piqûres, on a encore plus de chances de les contaminer. C'est vraiment un moyen ici. C'est pas en métropole. Comme les seringues. Oui. Mais les seringues sont stérilisées. Oui, mais là, dans les gens, ils récupèrent les seringues pour se tatouer, ils vont pas les stériliser. Ils ne les stérilisent pas les seringues, c'est ça le problème. Et du coup, c'est vraiment important de faire attention et de ne pas se faire tatouer n'importe où et n'importe comment. Et que ce qui est du matériel à usage unique qui soit utilisé et jeté donc après le tatouage et pas utilisé sur d'autres personnes. Ça, c'est fondamental. Donc c'est ici où le tatouage est quand même entre guillemets pas traditionnel comme ça, comme on voit dans les écrans, mais plutôt du tatouage, on se fait 2 lettres, des points sur les mains. C'est quand même très courant ici. Et les jeunes, ils se font ça entre eux à la maison, et c'est là où ça pose problème.
Tu voulais compléter? Oui, voilà, juste du côté donc des salons de tatouage. Il y a donc du coup le gouvernement qui a pris un certain nombre de mesures donc pour effectivement sur les 73 professionnels recensés, qu'il y ait un code couleur qui soit mis en place en fait. Donc vert, les conditions sanitaires sont bonnes, il n'y a pas de souci. Orange, l'hygiène n'est pas idéale. Et en rouge, il y a grand danger. Donc c'est effectivement une réglementation qui s'applique depuis le 1er juillet. Et donc c'est prévu normalement au mois d'août. 1er juillet de cette année? Oui, voilà, la DAS-ANC donc publierait sur son site ce classement entre guillemets. Donc effectivement pour qu'aussi la pratique du tatouage en tant que telle ne soit pas épinglée. Effectivement, je pense que ça ne résout pas le problème dont vous parliez là, qui est le tatouage à la maison. Quoi. Là, elle vient de parler d'un facteur à risque. On a évoqué déjà en première partie, mais est-ce qu'on pourrait quand même rappeler les facteurs, si on devait en citer les principaux ce soir, pour que les gens prennent bien conscience de... La contamination actuellement, elle se fait donc ici par tatouage et en deuxième par rapport sexuel. Ailleurs dans le monde, c'est le rapport sexuel qui est en premier sur la contamination. Ici, il faut vraiment faire attention au tatouage, c'est vraiment les choses qui sont importantes. Et après, il y a des professions qui sont obligées de se vacciner aussi, il faut faire attention qu'ils soient bien vaccinés. Moi, je suis vaccinée, dans le cadre de mon travail, je suis obligée d'être vaccinée contre l'hépatite B. Mais c'est vrai que l'important, c'est bien faire les vaccins des enfants, bien pendant la grossesse, contrôler et vérifier qu'on n'est pas porteuse d'une hépatite chronique ou une hépatite active, parce que comme ça, on va protéger, si on le voit, d'abord, on va pouvoir suivre après la maman, et surtout, là, on va pouvoir protéger l'enfant à la naissance, c'est fondamental. Ça nous permet justement... Pardon. J'ai peut-être une question. Ce qui m'intrigue un peu, c'est que tout ce temps-là, on n'en parle pas beaucoup. Comme le sida, par exemple, on en fait des tas et des tas de prévention. Par contre, l'hépatite B... Il n'y a pas d'association active. Il n'y a pas d'association active qui va se battre pour lutter contre l'hépatite B, alors qu'il y a beaucoup d'associations qui se battent contre le VIH. Et c'est pour ça que d'un côté, on parle beaucoup du VIH, et de l'autre côté, on ne parle pas beaucoup de l'hépatite B. Mais c'est aussi pour ça que du coup, l'OMS a créé la journée mondiale de l'hépatite B, de l'hépatite. Et pourquoi pas créer par le biais de cette émission ce soir une association ici en Nouvelle-Calédonie? C'est aux patients à s'organiser et à mettre en place une association. Mais on pourrait vous accompagner. Je pourrais être une ambassadrice. Eh bien, pourquoi pas? Voilà. Ça nous permet de parler de la nécessité du vaccin. Clémence, en Nouvelle-Calédonie, il est obligatoire depuis 1989, docteur. En France, il va le devenir. Voilà, il est effectivement en passe de devenir obligatoire, en tous les cas si on en croit les déclarations de la ministre de la Santé. Donc le texte de loi devrait être présenté d'ici la fin de l'année pour rendre obligatoire 11 vaccins pour les enfants de moins de 2 ans, soit 8 vaccins de plus donc que les 3 vaccins qui sont aujourd'hui obligatoires en France et qui sont, je le rappelle, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. En fait, la France, ça va s'aligner sur la Nouvelle-Calédonie, voilà, sur les obligations vaccinales. Pour une fois qu'on est en avance, exactement. Voilà, tous en cœur. Donc effectivement, sur les 11 vaccins, on trouve celui de l'hépatite B. Au niveau... Oui, vas-y. Merci Clémence. Au niveau des traitements à prendre, docteur, uniquement que le vaccin? Le vaccin, c'est pas un traitement. Le vaccin, c'est pour éviter d'attraper la maladie. Si on l'a attrapé avant, il existe donc maintenant des traitements qui sont quand même assez lourds. C'est pour ça qu'on le fait pas, on les met pas en place systématiquement. Et c'est pour ça qu'on attend certains critères et qu'on fait les suivis réguliers pour décider si on démarre ou pas ces traitements. Mais il y a ce qui est un progrès par rapport à il y a 10 ans, c'est qu'il y a 10 ans, 15 ans, il n'y avait rien. Quand on avait l'hépatite, c'était fini, on ne pouvait rien faire, il n'y avait rien derrière, on ne pouvait pas se soigner. Alors que maintenant, il existe des traitements qui sont difficiles, qui sont longs, qui sont plus ou moins agressifs, plutôt plus que moins d'ailleurs, mais qui marchent. Donc on a quand même un plus dans le panel thérapeutique, dans le panel des solutions, on a quand même quelque chose en plus, c'est que maintenant, il y a des choses qui existent, mais c'est lourd comme traitement et agressif, et du coup, on le réserve à certains cas. Alors du coup, est-ce que vous comprenez que le fait de mettre en place obligatoire ces vaccins, ça suscite les foudres de ceux qui sont contre justement les vaccins? Est-ce que vous comprenez cette réaction? Moi, je trouve que ceux qui sont contre les vaccins, s'ils avaient des malades dans leur famille, peut-être qu'ils seraient moins contre les vaccins.
Voilà. Et toi, Élise? Moi, je suis pour. Enfin, moi, j'ai des enfants. Automatiquement, on a fait des vaccins. Moi, s'il y avait le vaccin avant ma naissance, et même avant la naissance de ma cadette, de la cadette, donc ça serait génial. Il y a une réflexion, une remarque qu'avait faite Élise en début d'émission qui est très intéressante. Elle disait qu'elle buvait une infusion de feuilles de papaye mâle. Alors, je ne vais pas me positionner sur les traitements traditionnels. Je n'y connais rien. Je ne suis pas tradithérapeute, comme on dit maintenant. Mais vous avez quand même un regard. J'y connais. Après, moi, je me dis que ça ne va pas lui faire de mal, que ça la soulage et que ça lui fait du bien. En tout cas, elle me disait tout à l'heure que ça lui faisait moi, du je bien. me dis que les gens, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, les gens, ils y vont. Ils vont voir les guérisseurs pour prendre des médicaments traditionnels. Et moi, je pense que si ça leur fait du bien, rien qu'au moral, c'est déjà beaucoup. On vous sent quand même un peu sceptique. Je me dis que pour l'instant, elle n'a pas guéri. Mais elle se sent bien en tout cas, elle est avec nous. Mais c'est bien, voilà. C'est important, se sentir bien, c'est très important. Les maladies d'hépatite B peuvent bénéficier de soins mortuaires, Clémence? Oui, alors effectivement, en faisant cette émission, j'ai fait une découverte assez triste. En fait, depuis plusieurs années, les morts décédés à la fois du sida et de l'hépatite B n'avaient pas le droit à des soins funéraires à leur disparition. En fait, donc c'était effectivement inscrit dans la loi française depuis 1986. Elle figurait donc sur la liste de ces infections transmissibles qui ne permettaient pas de faire des soins comme l'injection de produits antiseptiques ou aussi des soins de préparation, comme le maquillage et l'habillage. Donc c'est une forme de discrimination devant la mort qui en fait n'existera plus en 2018, qui est la date d'application du décret qui a été dévoilé la semaine dernière par le gouvernement français. Il s'agit d'un aboutissement évidemment pour les associations qui luttaient pour du VIH. C'est les associations du VIH qui se sont battues là-dessus et qui ont fini après 20 ans par gagner, et c'est que mieux, c'est normal que, d'autant plus que le risque de contamination une fois qu'on est mort. Oui, puis j'imagine qu'il suffit d'un protocole un petit peu cadré. Mais de toute façon, ils ont des gants, ils vont pas piquer, donc ils n'ont pas un contact avec le sang. Donc là, le risque, c'est le contact avec le sang. Là, ils ont des gants pour les soins, je veux dire, et il n'y a pas d'aiguille, donc a priori, il n'y a aucun risque d'être contaminé. Il y avait, durant cette émission, durant la préparation de cette émission, on a vu aussi toujours sur le site de l'OMS qu'il y avait des régions du globe qui développaient plus où il y avait plus de personnes atteintes de l'hépatite B, comme l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud. Comment est-ce qu'on pourrait... Et l'Afrique aussi. En fait, c'est les lieux. Enfin, l'Afrique, c'est les lieux où il y a des IST en abondance. Et l'hépatite B, c'est quand même dans le monde, c'est une infection sexuellement transmissible. C'est le mode de contamination le plus fréquent. Et c'est dans les pays où il y a le plus d'IST qu'il y a le plus d'hépatite B. Il y a le fait de vivre en communauté comme ça. Non, c'est le fait de coucher en communauté. Et dans le même habitat, pas trop protégé. Non, il n'y a pas de contamination en contact. La contamination, c'est le sang, le sang et le rapport sexuel. Donc je veux dire, c'est un contact avec le sang et un rapport avec le contact, un rapport sexuel. Donc franchement, vous vivez avec quelqu'un qui a l'hépatite B, vous risquez rien. Si vous vous protégez, si vous avez des rapports sexuels, il faut vous protéger, utiliser préservatif. Et après, il n'y a pas de risque. Je veux dire, vivre les enfants qui sont vaccinés ou qui ne sont pas vaccinés, les gens qui vivent avec des gens qui ont des hépatites B dans la même maison, je veux dire, le risque, il n'y a pas. Si vous êtes contaminé et moi non, et c'est pas parce qu'on est à côté que vous allez me contaminer, heureusement. Il n'y a pas de contamination, c'est pas la grippe, c'est pas un rhume qui va se contaminer par voie orale. Il y a quand même, c'est un vrai contact avec le sang. Et en plus sur le sang, il faut que vous soyez éraflé, que le sang puisse pénétrer, donc par les muqueuses, ça passe plus facilement. Et puis après, c'est par le rapport sexuel. C'est franchement un mode de contamination pour l'hépatite B qui est très clair et il n'y a pas de risque autre. C'est difficile encore pour vous d'en parler à la maison, mais également... à la maison, c'est moins difficile parce qu'on est nombreux à porter le virus. C'est vrai qu'en dehors, comme on n'en parle pas souvent, et là, devant la télé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Dans la nuit, je me suis dit, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? C'est assez difficile parce que, effectivement, je travaille aussi à la télé, donc des non-dits... C'est pas une maladie honteuse. C'est pas une maladie honteuse. Il n'y a pas de maladie honteuse. Il y a des gens qui sont malades. Il n'y a pas de maladie honteuse. Il faut
voilà, c'est difficile à vivre parce qu'il y a une épée de Damoclès dessus et qu'on a peur que ça évolue mal, et ce qui est normal. Mais c'est pas une maladie honteuse, pas parce que vous avez une hépatite que vous allez contaminer tout le monde. Hein. Tu as déjà eu honte, toi? Oh non, moi j'ai jamais eu honte, j'ai juste, comment on appelle ça, une réflexion. Quand ma soeur est décédée, c'est de pouvoir le partager avec tout le monde. Mais c'est parce qu'on n'en parle pas que ça m'a pas paru important de le faire. Mais depuis que voilà, il y a eu un décès dans la famille, pour moi ça a été révélateur. Il fallait en parler, il fallait le dire. Mais c'est vrai que c'est toujours avec émotion que je. Ce qui est normal. Tu attendais des réponses? Effectivement, ce soir, je suis venue franchement pour avoir des réponses sur cette maladie. Parce que j'en ai pas eu depuis des années. Est-ce que j'ai apporté des compléments d'information qui étaient... Est-ce qu'il te reste une question à poser au docteur? Oui, peut-être une question. Lorsque ma mère a rencontré son docteur, il lui a dit que cette maladie venait de la maman, alors que sa maman n'avait pas. Elle est peut-être, on ne sait pas. Mais du coup, sa mère, elle a été contrôlée. Ça a apporté. Sa maman, elle a été contrôlée. Oui, elle n'a pas. Enfin, je ne sais pas. Par contre, là, je ne sais Voilà. pas, mais soit effectivement votre mère, soit elle a attrapé à la naissance de sa mère, qui l'avait déjà, soit elle a attrapé quand elle s'est mariée quand elle a eu des rapports sexuels avec quelqu'un qui était contaminé. Ça, c'est clair que c'est les deux modes de contamination qui ont existé à l'époque. Il y avait un doute sur l'origine, elle te disait non, quoi? mais moi, quand j'étais petite, on n'en parlait pas, pas beaucoup. Après, en général, on contrôle le conjoint. Quand une maman est positive à l'hépatite B, avant de se dire que c'est sa mère qui l'a contaminée, et de toute façon, il faut contrôler le conjoint parce qu'elle est enceinte, donc il y a eu des rapports sexuels non protégés, et donc il y a une possibilité de contamination du conjoint. Mais après, aller savoir qui a contaminé qui, c'est compliqué. Mais c'est vrai que quand on parle de contamination, pardon l'expression, qui accouche avec qui, c'est un peu tabou dans notre communauté de parler de ça. C'est pas que dans votre communauté, hein, c'est partout que c'est tabou. Moi, ce soir, d'en parler oui, mais disons que c'est difficile. Par respect pour ma famille, bien évidemment. J'ai réfléchi avant d'être là sur ce plateau. D'où la nécessité, on lance un appel ce soir, de créer une association pour qu'on puisse offrir une tribune à ces personnes qui ont du mal, pas qui ont du mal, mais qui veulent se retrouver pour pouvoir en parler. Et puis même pour connaître mieux les traitements, pour connaître mieux la maladie. Ça, les associations sur les maladies, elles sont très intéressantes parce qu'elles permettent aux gens qui ont ces maladies souvent d'être mieux informés, d'être plus actifs, de se prendre mieux en charge. Et c'est ça l'objectif. Et puis on a trouvé notre ambassadrice. Parfait. Tout trouvé. Je suis prête. Merci Élise. Merci Élise d'avoir... Il faut donner le numéro de téléphone d'ici pour que les gens puissent contacter. Ah non, pas d'ici. On a connu, ça compte bien. Merci en tout cas Élise d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai que c'est très difficile d'en parler, mais tu as eu le courage de venir en parler sur le plateau au bénéfice des Calédoniens. Merci encore. Merci. Et puis on rend hommage encore une fois à la famille. Merci docteur pour toutes ces précisions et toutes ces informations. Un petit mot pour conclure concernant cette maladie? La vaccination est importante. Et moi, je reste persuadée que, quelles que soient les maladies, quand il existe un vaccin, il faut le faire parce que ça permet de protéger les enfants et les adultes de maladies qui le plus souvent, on ne sait pas soigner ou qu'on soigne mal. La prochaine fois, vous viendrez déguisé en seringue. Peut-être. Tous les mardis, vous annoncez la vaccination. Merci Clémence. Merci. Et puis, on vous remercie encore une fois, chers téléspectateurs, d'être fidèles à Calédonia. À suivre l'information, vous allez retrouver Élise sur le plateau avec la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Bonne soirée et à demain.